un homme trouve une jument blessée dans les gorges et, en s'approchant, découvre de mystérieuses marques sur sa robe. Cet animal gardait des secrets qui allaient changer des vies à jamais. Entre symboles anciens et une communauté cachée, dans les montagnes, il se lance dans un voyage de rédemption que personne n'aurait pu prévoir. Une histoire sur les cicatrices émotionnelles, les savoirs ancestraux et le pouvoir de la connexion. Préparez-vous à être ému. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Que se passe-t-il lorsqu'une rencontre inattendue transforme complètement une vie marquée par la solitude? Dans les profondeurs de gorges oubliées, où le vent murmure d'anciens secrets entre les roches imposantes, un homme et un animal blessés sont sur le point de réécrire le destin de toute une communauté. Les premières lueurs du matin peinaient à percer les nuages denses qui stagnaient au-dessus des montagnes des Cévennes. L'air chargé d'humidité annonçait l'orage imminent, tandis que Mathieu marchait sur l'étroit chemin de terre qui serpentait entre les parois rocheuses. Ses pas étaient moins fermes, mais ses yeux qui avaient déjà vu plus de douleur que quiconque ne devrait en supporter, erraient, inquiets, sur le paysage accidenté, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne savait même pas, identifier lui-même. Mathieu portait le poids du monde sur ses épaules voûtées. À 35 ans, son visage présentait déjà des rides profondes qui racontaient des histoires de nuits blanches et de journées de travail incessants. Ce n'était pas seulement le soleil implacable des causes qui avait sculpté ces lignes sur son visage, c'était la culpabilité. Une culpabilité qui le rongeait depuis des années, depuis cet après-midi fatidique, où il n'avait pas réussi à sauver son père lors de l'accident à la ferme. Si seulement j'étais arrivé 5 minutes plus tôt. Cette pensée le hantait comme un fantôme qui refusait de partir, chuchotant à ses oreilles pendant les longues nuits d'insomnie. Ce fut le son, un gémissement bas, presque imperceptible, qui capta d'abord son attention. Mathieu s'arrêta brusquement, les sens aiguisés par des années de vie isolées dans la nature. Il pencha légèrement la tête sur le côté, essayant d'identifier l'origine de cette plainte qui semblait venir des entrailles de la terre. Le son revint, plus faible cette fois, comme le dernier soupir d'une vie qui s'éteint. Les gorges s'ouvraient devant lui comme une blessure dans la montagne. Des pierres instables glissaient sous ses bottes usées alors qu'il descendait prudemment la pente raide, guidé uniquement par l'instinct et par ce son angoissant qui l'appelait. C'est alors qu'il la vit. Une jument à la robe alezane, étendue, entre les rochers acérés. Son corps élégant maintenant tordu dans une position contre nature. Du sang coulait d'une blessure profonde à son flanc, formant une flaque sombre qui contrastait dramatiquement avec la terre claire. Ses yeux grands et expressifs rencontrèrent ceux de Mathieu avec une intensité qui le figea sur place. Il y avait quelque chose dans ce regard, raconterait Mathieu plus tard. Quelque chose qui m'a frappé comme la foudre. Ce n'était pas seulement de la douleur ou de la peur. Il y avait une intelligence là, une supplique silencieuse qui semblait connaître les recoins les plus sombres de mon âme. La respiration de la jument était superficielle et irrégulière. Son corps tremblait à l'effort de chaque inspiration. N'importe qui d'autre aurait conclu que l'animal était au-delà de toute aide, que le plus miséricordieux serait d'abréger ses souffrances. Mais Mathieu n'était pas n'importe qui. À cet instant, en regardant cette créature mourante, il vit la chance de rédemption qu'il cherchait depuis si longtemps. « Tout va bien aller », murmura-t-il, s'approchant lentement pour ne pas effrayer l'animal. « Je suis là, maintenant ». Alors qu'il s'agenouillait à côté de la jument, Mathieu remarqua quelque chose de particulier qui fit accélérer son cœur. Sur la robe de l'animal, partiellement obscurcie par la boue et le sang, il y avait des marques inhabituelles. Des symboles complexes qui n'étaient clairement pas naturels. Ils semblaient avoir été peints délibérément, formant des motifs qui évoquaient un langage ancien et oublié. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il à voix basse, plus pour lui-même que pour l'animal. Ses mains expertes examinèrent soigneusement la blessure, évaluant l'étendue des dégâts. C'était grave, mais pas nécessairement fatal. S'il parvenait à arrêter l'hémorragie et à prévenir les infections, il y avait une chance. C'est alors que ses doigts, se déplaçant délicatement dans la crinière emmêlée de la jument, trouvèrent quelque chose qui ne devrait pas être là. Une petite sacoche en cuir,
habilement caché parmi les poils épais de l'encolure de l'animal. Mathieu hésita un instant, l'instinct lui disant qu'il était sur le point de franchir un seuil invisible vers un territoire inconnu. Avec précaution, il retira la sacoche et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva 2 objets qui changeraient le cours de sa vie à jamais. Une carte ancienne, jaunie par le temps, couverte d'annotations dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, et une photographie délavée montrant le visage souriant d'une petite enfant. Un coup de tonnerre lointain résonna dans les montagnes, comme pour annoncer la tempête qui était sur le point de s'abattre sur sa vie. Mathieu rangea les objets dans la poche de sa chemise et reporta son attention sur la jument blessée. Il n'y avait pas de temps à perdre. « Je vais te sortir d'ici », promit-il à l'animal, sa voix ferme malgré l'incertitude qu'il ressentait. « Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Comme si elle comprenait ses paroles, la jument se détendit, légèrement, ses yeux ne quittant jamais ceux de Mathieu pendant qu'il improvisait un pansement avec sa propre chemise déchirée. Avec un effort énorme, il réussit à soulever suffisamment l'animal lourd pour glisser une vieille couverture qu'il transportait dans son sac à dos sous elle, créant une surface qu'il pourrait traîner. Des heures passèrent, pendant qu'il luttait pour déplacer la jument blessée sur le chemin escarpé menant à sa cabane isolée. La pluie commença à tomber, d'abord en gouttes éparses, puis en rideaux denses qui transformèrent le sol en boue glissante. À chaque pas, Mathieu sentait chaque muscle protester, mais il refusait d'abandonner. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui résonnait profondément avec sa propre histoire de douleur et de solitude. Quand ils arrivèrent enfin à la petite cabane en bois que Mathieu appelait chez lui, tous deux étaient trempés et épuisés. Avec les dernières bribes de ses forces, il réussit à installer la jument dans la petite grange attenante à la maison, sur un lit improvisé de foin frais. À la lumière tremblotante d'une lampe à pétrole, Mathieu examina de nouveau la blessure, maintenant nettoyée de la terre et du sang séché. C'était une coupure profonde, probablement causée par une chute sur les rochers tranchants des gorges. Ou peut-être quelque chose de plus. Il y avait une régularité dans la blessure qui le dérangeait, comme si elle avait été infligée délibérément. Les symboles sur la robe de l'animal étaient maintenant clairement visibles. Des dessins géométriques précis entrelacés de spirales et de lignes qui semblaient raconter une histoire. Mathieu passa doucement ses doigts dessus, sentant un frisson parcourir son échine. « Qui es-tu » murmura-t-il, ses yeux rencontrant à nouveau ceux de l'animal. « Et qu'essaies-tu de me dire ?» Cette nuit-là, tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur et que la jument luttait pour sa vie dans la petite grange, Mathieu sortit la carte et la photographie de la sacoche en cuir. Sous la lumière de la lampe, il étudia les marques énigmatiques sur le papier jauni. Elles ne ressemblaient à aucune écriture qu'il avait jamais vue, mais étrangement, elles rappelaient les symboles sur la robe de la jument. La photographie montrait une fillette d'environ 6 ans, avec de grands yeux sombres et un sourire qui illuminait son visage délicat. Il y avait quelque chose dans ce regard qui semblait étrangement familier, une sagesse qui transcendait son âge. Au dos de la photo, un seul mot était écrit d'une écriture délicate, « Espoir ». Quand l'aube arriva enfin, Mathieu était décidé. Il avait besoin d'aide. Il ne pouvait pas traiter correctement les blessures de la jument seule, même si son orgueil criait contre l'idée de demander de l'aide. À contre-cœur, il sella son vieux cheval et partit pour le village le plus proche, un endroit qu'il évitait depuis des années. Saint-Martin-des-Monts était l'un de ces petits villages de l'arrière-pays qui semblaient exister dans son propre temps, déconnectés du rythme effréné du monde moderne. Des maisons en pierre au toit de lauze s'alignaient le long de rues, pavées, et la vieille église avec ses tours imposantes dominait la place centrale. C'est là que Mathieu se dirigea d'abord, sachant qu'après la messe du matin, il trouverait la personne qu'il cherchait. Madame Dubois était une légende vivante à Saint-Martin. À 78 ans, elle avait été la seule vétérinaire de la région pendant près de 5 décennies, mettant au monde des générations d'animaux et sauvant d'innombrables vies grâce à ses mains habiles et à ses connaissances approfondies. Maintenant partiellement à la retraite et remplacée par de jeunes vétérinaires de Montpellier, elle prenait rarement de nouveaux cas. « Madame Dubois », appela Mathieu, s'approchant timidement de la dame aux cheveux blancs qui descendait les marches de l'église. « J'ai besoin de votre aide. »
Les yeux de la vieille dame, toujours aussi vifs que ceux d'un aigle, étudièrent Mathieu pendant un long moment avant qu'une lueur de reconnaissance ne les illumine. « Mathieu Ferreira », dit-elle, son ton un mélange de surprise et de suspicion. « Je pensais que vous aviez juré de ne plus jamais mettre les pieds dans ce village. Et je tiendrai ma promesse si ce n'était pas une urgence, » répondit-il, la tension évidente dans sa voix. « J'ai trouvé une jument blessée dans les gorges. Elle est dans un état critique. » Madame Dubois croisa les bras, le scepticisme évident sur son visage ridé par le temps et les soucis. « Et pourquoi n'avez-vous pas cherché le docteur Paul? C'est lui qui s'occupe des cas maintenant. »« Parce que je n'ai pas confiance en lui, » répondit Mathieu sans hésitation. « Et parce que je sais que vous avez vu des choses qui laisseraient ces jeunes docteurs sans voix. » La vieille vétérinaire haussa un sourcil, un léger sourire apparaissant au coin de ses lèvres. « Vous avez toujours été doué avec les mots, mon garçon. Mais pourquoi devrais-je abandonner mon repos bien mérité pour aider un animal qui est probablement déjà au-delà de tout secours ?» C'est alors que Mathieu fit quelque chose d'inattendu. Il sortit de sa poche la sacoche en cuir et lui montra les symboles sur la peau de la jument à travers les photographies qu'il avait prises avec son vieux téléphone portable. L'effet fut immédiat. Le visage de Madame Dubois pâlit et ses mains, normalement si fermes, tremblèrent légèrement alors qu'elle prenait le téléphone pour examiner les images de plus près. « Où exactement avez-vous trouvé cet animal ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant un murmure urgent. « Dans les gorges du diable », répondit Mathieu, surpris par la réaction de la vétérinaire. « Vous connaissez ces symboles ?» Madame Dubois regarda autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue avant de répondre « Venez avec moi, maintenant ». Alors qu'il marchait rapidement vers la petite maison au bout de la rue principale, Mathieu réalisa que la nouvelle de sa présence au village se répandait déjà. Des visages curieux épiaient à travers les rideaux, et des murmures suivaient leurs pas comme des ombres inquiètes. Saint-Martin-des-Monts était ainsi, un endroit où les secrets restaient rarement enfouis longtemps. Dans le modeste salon de Madame Dubois, parmi de vieux livres de vétérinaire et des photographies jaunies de temps plus simples, la vieille dame parla enfin, sa voix chargée d'une gravité que Mathieu n'avait jamais entendue auparavant. « Il y a des choses dans ces montagnes que peu de gens connaissent, Mathieu. Des histoires que les livres ne racontent pas et que les gens préfèrent oublier. » Elle prit un volume ancien d'une étagère poussiéreuse, ses pages si fragiles qu'elles semblaient pouvoir se désintégrer au toucher. « Ce que vous avez trouvé n'est pas un animal ordinaire. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Mathieu, sentant un frisson parcourir son échine. « Ces symboles, » Madame Dubois pointa les photographies, « sont une forme ancienne d'écriture, utilisée par des communautés montagnardes isolées qui se sont établies dans les parties les plus reculées de ces montagnes il y a plus de 200 ans. On dit qu'ils ont développé une connexion spéciale avec certains animaux, principalement les chevaux, qui sont devenus leurs messagers. » Mathieu sentit le poids de ces mots, mais la partie rationnelle de son esprit résistait. « Vous me dites que cette jument est une sorte de messagère ? Je dis qu'il y a plus de mystère dans ce monde que votre esprit sceptique ne peut en comprendre, mon garçon, » rétorqua la vieille dame avec un sourire énigmatique. « Et que si cette jument est venue à vous, portant ces symboles et cette sacoche, il y a une raison qui transcende le hasard. » Avant que Mathieu ne puisse argumenter, Madame Dubois rassemblait déjà des médicaments, des bandages et des instruments chirurgicaux dans une vieille mallette en cuir. « La jument est pleine, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « De sa tâche. » Mathieu cligna des yeux, surpris. « Comment le savez-vous ? Je ne m'en suis rendu compte qu'après des heures à m'occuper d'elle. »« Parce que c'est ainsi qu'ils envoient leurs messages les plus importants, » répondit Madame Dubois, maintenant prête à partir. « La vie dans la vie, l'espoir dans l'espoir. Allons-y, nous n'avons pas de temps à perdre. » Le retour à la cabane fut tendu et silencieux. Mathieu se sentait partagé entre la gratitude pour l'aide de Madame Dubois et le malaise face aux implications de ses paroles. Une partie de lui voulait croire qu'il avait simplement trouvé un animal blessé, rien de place. Mais une autre partie, une partie qu'il gardait soigneusement enfouie, résonnait avec la possibilité de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait enfin donner un sens au vide qu'il portait depuis tant d'années. À leur arrivée,
Ils trouvèrent la jument encore en vie, mais plus faible. Ses respirations étaient courtes, et ses yeux, autrefois si vibrants, semblaient embués par la douleur. Madame Dubois travailla avec l'efficacité calme de quelqu'un qui a déjà dansé avec la mort d'innombrables fois et sait exactement comment mener les pas. La blessure est profonde, mais propre, observa-t-elle en suturant habilement la chair déchirée. Cet animal est fort, il a la volonté de vivre. Et le poulain semble intact, ce qui est un miracle compte tenu de la chute qu'elle a dû subir. Alors elle va survivre ? Demanda Mathieu, l'espoir transparaissant dans sa voix. Cela, répondit Madame Dubois, ses yeux ne quittant jamais son travail méticuleux, dépendra autant d'elle que de vous. Les prochains jours seront critiques. Vous devrez être ses yeux quand je ne serai pas là, ses mains quand elle aura besoin de soins, et son cœur quand la volonté de lutter commencera à faiblir. Ainsi commença le plus improbable des partenariats. La vétérinaire âgée, que tout le monde pensait avoir raccroché sa blouse, visitant quotidiennement la cabane isolée de l'homme que le village avait pratiquement oublié, tous deux unis par le destin d'un animal mystérieux qui portait des secrets plus profonds que l'un ou l'autre ne pouvait l'imaginer. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, la jument retrouvait lentement ses forces. Le premier moment où elle réussit à se tenir debout fut comme un lever de soleil après la plus longue des nuits pour Mathieu. Il avait dormi à côté d'elle dans la grange, craignant que chaque respiration ne soit la dernière, priant des divinités auxquelles il ne croyait même plus. Mais ce fut le comportement de l'animal après sa guérison initiale qui commença à convaincre même le sceptique Mathieu qu'il se passait quelque chose de vraiment extraordinaire. La jument réagissait de manière inexplicable à certains mots, inclinant la tête comme si elle essayait de comprendre les conversations humaines. À plusieurs reprises, Mathieu la trouva faisant des mouvements répétitifs avec la tête, toujours dans la même direction, vers l'est, où les montagnes s'élevaient, plus hautes et impénétrables. Elle essaie de nous dire quelque chose, commenta Madame Dubois lors d'une de ses visites, observant le comportement particulier de l'animal. Nous devons découvrir ce que signifient ces symboles. C'est alors que Sophie Martin entra dans l'histoire. Professeure d'histoire à la petite école de Saint-Martin-des-Monts, elle était connue pour sa connaissance des traditions locales et de l'histoire des peuples qui avaient habité la région avant l'arrivée des colons. Mathieu hésita d'abord à impliquer quelqu'un d'autre dans son mystère grandissant, mais Madame Dubois insista. Certains secrets sont trop lourds pour être portés par seulement 2 paires d'épaules, dit la vieille dame avec la sagesse des années. Sophie Martin arriva à la cabane un dimanche après-midi, apportant avec elle non seulement ses connaissances académiques, mais aussi une énergie jeune qui contrastait avec l'atmosphère sombre qui s'était installée sur les lieux. Ses yeux brillèrent d'excitation lorsqu'elle vit les symboles sur la robe de la jument. « Incroyable !» murmura-t-elle, tournant autour de l'animal avec des pas prudents. « Ce ne sont pas seulement des symboles aléatoires, c'est une forme de langage pictographique développée par des communautés montagnardes isolées qui se sont établies dans les parties les plus inaccessibles de ces montagnes. Pouvez-vous lire ce qu'ils disent ?» demanda Mathieu, incapable de cacher son anxiété. « Pas complètement, » admit la professeure, « mais je reconnais certains éléments. Celui-ci, elle pointa une spirale avec des lignes rayonnantes, représente le chemin caché. Et celui-ci, elle indiqua un symbole ressemblant à un arbre stylisé, signifie sang de la terre ou racines ancestrales, selon le contexte. Mathieu montra alors la carte et la photographie qu'il avait trouvée dans la sacoche en cuir. Sophie étudia les objets avec une fascination croissante, murmurant parfois pour elle-même tout en faisant des liens qui échappaient aux autres. « Ceci est plus qu'une carte », expliqua-t-elle finalement. « C'est un registre de lieux sacrés, des lieux de pouvoir selon les croyances de ces communautés. Et ces annotations. » Elle traça délicatement les inscriptions dans les marges du papier vieilli. Sont des instructions pour les trouver en utilisant uniquement les éléments naturels comme guide. « Et la photographie ?» demanda Madame Dubois, verbalisant la question que Mathieu craignait de poser. « L'enfant ?» Le visage de Sophie devint sérieux. « Nous devons contacter les autorités. Il pourrait s'agir d'une enfant disparue. »« Non !» La réponse de Mathieu fut si abrupte et intense que les 2 femmes sursautèrent. « Pardon !» continua-t-il. «
se forçant à modérer son ton. Mais si cette jument a été envoyée comme messagère, s'il y a une communauté derrière tout ça qui vit encore isolée, impliquer la gendarmerie pourrait être désastreux pour eux. Et si l'enfant est en danger, contre-argumenta Sophie, son expression un mélange de confusion et d'indignation. Ce fut Madame Dubois qui offrit une solution conciliante. Avant de prendre une décision, nous devons en savoir plus. Si ces symboles sont vraiment une carte, peut-être devrions-nous la suivre. Trouver cette communauté, découvrir pourquoi ils ont envoyé la jument, ce qu'ils veulent sous-dire à propos de cet enfant. Nous? Mathieu haussa un sourcil, surpris par l'inclusion de la vieille dame dans un plan qui impliquerait certainement des sentiers difficiles et des dangers inconnus. Oui, nous, affirma Madame Dubois avec une fermeté surprenante pour son âge. Vous avez la force, Sophie a la connaissance, et moi... Un sourire malicieux illumina son visage ridé. J'ai plus d'expérience sur ces chemins que vous deux réunis. C'est ainsi que près d'un mois après la rencontre initiale dans les gorges, 3 alliés improbables se préparaient pour un voyage qui les mènerait au cœur des montagnes. La jument, maintenant suffisamment rétablie pour marcher sans difficulté, serait leur guide. Une idée qui semblait encore absurde à Mathieu, mais que tant Madame Dubois que Sophie semblaient accepter avec une naturalité déconcertante. La veille du départ, alors qu'ils organisèrent les provisions, et révisaient la carte à la lumière des lampes à pétrole, une violente tempête s'abattit sur la région. Le tonnerre secouait la petite cabane comme s'il tentait de l'arracher du sol, et les éclairs transformaient momentanément la nuit en jour avec leur lumière fantomatique. Ce fut lors d'un de ces éclairs que Mathieu, regardant par la fenêtre, vit quelque chose qui lui glaça le sang. Une figure humaine immobile à la lisière de la forêt, observant la cabane. Lorsque l'éclair suivant illumina le paysage, la figure avait disparu. « J'ai vu quelque chose dans la forêt », dit Mathieu, sa voix tendue alors qu'il fermait rapidement les rideaux. « Quoi » demanda Sophie, alarmée. « Pas quoi. Qui » corrigea Mathieu. « Quelqu'un nous observe. Et quelque chose me dit qu'ils savent exactement ce que nous prévoyons. » Comme pour confirmer ses craintes, un bruit sourd vint soudain de la grange, suivi du hennissement agité de la jument. Tous se précipitèrent dehors, affrontant la pluie torrentielle, pour découvrir que l'animal avait disparu. La porte de la grange était grande ouverte, battant violemment au vent. « Elle s'est enfuie » s'exclama Sophie, sa voix presque perdue dans le rugissement de la tempête. « Où elle a été emmenée » suggéra Madame Dubois, son regard pénétrant scrutant l'obscurité. « Non » répondit Mathieu, remarquant des empreintes dans la boue qui se dirigeaient non pas vers la forêt mais vers le chemin escarpé menant aux montagnes. Elle nous montre le chemin, maintenant. Sans réfléchir à 2 fois, Mathieu attrapa une lampe et son sac à dos déjà préparé. « Je vais la suivre. Restez ici toutes les 2. C'est trop dangereux dans cette tempête. »« Sottise » rétorqua Madame Dubois. « Séparés, nous sommes vulnérables. Unis, nous sommes forts. Allons-y tous. » Ainsi commença une poursuite frénétique à travers la nuit orageuse. La lampe de Mathieu n'offrait qu'un cercle précaire de lumière, insuffisant contre l'obscurité dense et la pluie, implacable. Mais les empreintes de la jument, profondément marquées dans la boue, étaient comme un fil d'Ariane les guidant à travers le labyrinthe des montagnes. Le chemin devenait de plus en plus raide et dangereux. 2 fois, Sophie faillit tomber, sauvée seulement par les réflexes rapides de Mathieu. Madame Dubois, étonnamment, se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque pierre et chaque courbe du chemin, anticipant parfois même la direction à prendre, avant même de voir les empreintes. Ce fut elle qui vit la première, l'entrée de la grotte, une fente presque invisible dans la paroi de la montagne, partiellement couverte par une végétation dense. « Là !» cria-t-elle par-dessus le rugissement de la tempête. « Elle a dû entrer là !» À l'intérieur de la grotte, protégée de la fureur des éléments, les 3 reprirent leur souffle tandis que leurs yeux s'adaptaient à la nouvelle obscurité, rompue seulement par la lumière tremblotante de la lampe. C'est alors qu'ils remarquèrent, ils n'étaient pas dans une simple grotte naturelle. Il y avait des signes évidents d'occupation humaine, des restes d'un feu récent, des marques sur les parois qui faisaient écho au symbole de la robe de la jument,
et des empreintes, de nombreuses empreintes, de tailles diverses. « Quelqu'un vit ici », murmura Sophie, sa voix un mélange de crainte et d'admiration alors qu'elle examinait les marques sur la paroi. « Non », corrigea Madame Dubois, son regard fixé sur les profondeurs du tunnel qui s'étendait au-delà de la portée de la lumière. « Personne ne vit ici. C'est juste un point de passage, un portail. »« Vers où ?» demanda Mathieu, sentant un frisson qui n'avait rien à voir avec ses vêtements trempés. Comme en réponse à sa question, un hennissement familier résonna des profondeurs de la grotte. La jument les appelait. Continuer signifiait abandonner, les dernières amarres de la réalité connue, plonger dans un monde de possibilités qui défiait tout ce que Mathieu croyait possible. Pendant un moment, il hésita, le poids de son scepticisme le tirant vers la sécurité du connu. Ce fut Sophie qui fit le premier pas en avant. « Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour abandonner au bord du précipice », dit-elle, ses yeux brillants de détermination dans la lumière vacillante. Madame Dubois acquiesça, un sourire énigmatique aux lèvres. « Parfois, Mathieu, pour trouver ce que nous cherchons, nous devons d'abord nous perdre. » Et ainsi, 3 figures solitaires s'avancèrent dans les entrailles de la montagne, guidées seulement par la lumière fragile d'une lampe et par l'appel insistant d'un animal qui avait franchi la frontière entre messager et guide spirituel. Le tunnel s'étendait sur des centaines de mètres, parfois si étroit qu'il devait passer de côté, d'autres fois s'ouvrant sur des chambres naturelles ornées de stalactites et de stalagmites qui brillaient comme des joyaux à la lumière de la lampe. Tout au long du chemin, des symboles similaires à ceux de la jument marquaient les parois, certains frais, d'autres estompés par le temps immémorial. « C'est une histoire », expliqua Sophie en marchant, ses doigts traçant respectueusement les symboles. « Ils racontent le voyage de leur peuple, la fuite, la recherche de la liberté dans les montagnes. Et ceux-ci sont plus récents, » observa Madame Dubois, pointant des marques qui semblaient avoir été faites quelques jours auparavant. Il parle d'un enfant, pris de force. Mathieu sentit son cœur s'accélérer. La photographie dans la sacoche en cuir, le visage innocent de la fillette souriante. « L'enfant de la photo », murmura-t-il. « Elle a été enlevée ?» Avant que quiconque puisse répondre, le tunnel se termina brusquement, s'ouvrant sur le plus surprenant des spectacles. Devant eux s'étendait une vallée cachée, protégée de tous côtés par des montagnes imposantes. Un monde entier caché aux yeux du monde extérieur. La tempête était passée, et le ciel nocturne brillait de milliers d'étoiles, illuminant un paysage qui semblait sorti d'un rêve. Des maisons simples, construites avec des matériaux naturels, se dispersaient organiquement dans le paysage. Des jardins luxuriants poussaient en spirale concentrique, et au centre de la vallée, un cercle de pierres anciennes marquait ce qui semblait être un lieu de rassemblement communautaire. Des gens se déplaçaient à la lumière de torches, leur visage incroyablement calme compte tenu du drame qui se déroulait. Et elle était là, la jument, debout au centre du cercle de pierre, comme une reine, attendant ses sujets. Autour d'elle, des hommes et des femmes de tous âges, vêtus de vêtements simples mais richement décorés des mêmes symboles énigmatiques, observaient les nouveaux arrivants avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Une femme âgée, dont les cheveux blancs étaient stressés de manière élaborée avec des perles et des plumes, s'avança. Son visage, marqué par le temps et la sagesse, portait une dignité qui fit instinctivement incliner la tête à Mathieu en signe de respect. « Vous avez entendu l'appel », dit-elle en français parfait, bien qu'avec un accent particulier qui rappelait des temps passés. La messagère a rempli sa mission. « Qui êtes-vous » demanda Mathieu, retrouvant enfin sa voix. « Nous sommes les gardiens des montagnes », répondit l'aîné. « Descendants de ceux qui ont trouvé la liberté dans ces hauteurs quand le monde en bas n'offrait que chaînes et fouets. Nous vivons isolés par choix, préservant des connaissances que le monde extérieur a oubliées depuis longtemps. » Sophie s'avança, les yeux brillants d'une émotion à peine contenue. « Les communautés montagnardes isolées », murmura-t-elle avec révérence. « Je pensais qu'elles n'étaient que des légendes, des histoires pour endormir les enfants. » L'aîné sourit, mais c'était un sourire chargé de tristesse. « Parfois, il vaut mieux être considéré comme une légende que d'affronter la cupidité de ceux qui ne voient la terre que comme quelque chose à posséder et à exploiter. » Ce fut Madame Dubois qui posa la question qui brûlait au cœur de tous. «
L'enfant sur la photographie. Qui est-elle? Le visage de l'aîné se tordit de douleur, un masque de souffrance qui donna à Mathieu l'impression que quelque chose de froid et de tranchant avait pénétré sa propre poitrine. « Ma petite fille », répondit-elle, sa voix presque un murmure. « Ma Chloé, notre espoir. Enlevée il y a si l'une par des hommes qui convoitent nos terres, nos eaux, nos savoirs. Les nouveaux projets dans la région, comprit Sophie, les pièces dues. Puzzle s'assemblant enfin dans son esprit. Ils étendent les opérations minières dans les montagnes, mais ils ont besoin du consentement des communautés traditionnelles. Ou les éliminer, compléta Madame Dubois, son ton sombre. S'il n'y a pas de communauté reconnue, il n'y a pas besoin de consentement. Mathieu sentit une fureur croissante l'envahir. Où est-elle maintenant? Et qui sont les responsables? L'aîné s'approcha de lui, ses yeux étudiant profondément les siens, comme si elle pouvait lire chaque cicatrice de son âme. Vous portez beaucoup de douleur, homme aux blessures cachées, douleur pour ceux que vous n'avez pas pu sauver. Dans le passé, Mathieu recula, mal à l'aise face à la précision de cette observation. Comment cette femme, qu'il n'avait jamais vue auparavant, pouvait-elle connaître son fardeau le plus intime? La jument vous a choisi, continua l'aîné, parce qu'elle a reconnu en vous un esprit frère, quelqu'un qui comprend ce que signifie être marqué par le destin. Vous n'avez pas répondu à ma question, insista Mathieu, luttant pour garder sa voix ferme. Nous ne savons pas exactement où ils retiennent Espoir captive, répondit l'aîné. Mais nous avons envoyé notre messagère avec tous les indices que nous pouvions rassembler. La carte montre non seulement le chemin vers notre vallée, mais aussi les endroits où nous pensons qu'ils opèrent. Elle fit un geste vers la jument, et elle porte dans son ventre le plus grand espoir de tous, une nouvelle vie qui perpétuera la lignée des messagers, des animaux nés avec la marque de notre peuple, capables de trouver des chemins que les yeux humains ne peuvent voir. C'est alors que Mathieu comprit la vraie nature des symboles sur la robe de l'animal. Il n'était là pas peint, mais une caractéristique génétique unique, transmise à travers des générations de sélection minutieuse et de connexions spirituelles profondes. « Pourquoi ne nous avez-vous pas contactés plus tôt ?» demanda Madame Dubois, sa voix trahissant son émotion. « J'aurais aidé. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus dans ces montagnes que ce que l'œil pouvait voir. Certains d'entre nous le voulaient, admit l'aîné, mais des générations de trahison nous ont appris à craindre le monde extérieur. Ce n'est que lorsqu'ils ont enlevé espoir que nous avons réalisé que notre isolement, qui nous avait si longtemps protégés, nous rendait maintenant vulnérables. » Un murmure parcourut la foule rassemblée, et les observateurs s'écartèrent pour laisser passer un jeune homme qui portait ce qui semblait être un fardeau précieux, enveloppé dans un tissu richement décoré. « Le temps presse, » dit l'aîné, acceptant le paquet et le tendant à Mathieu. « Cette nuit, sous la pleine lune, nous sentons qu'Espoir est en plus grand danger que jamais. Vous devez partir immédiatement. » Mathieu défit soigneusement les plis du tissu, révélant un objet qui fit s'arrêter son cœur. Une petite poupée artisanale, confectionnée avec des tissus colorés et décorée des mêmes symboles mystérieux. Autour du cou de la poupée, un cordon soutenait un petit cristal qui semblait capturer et refléter la lumière des étoiles avec une intensité surnaturelle. « La pierre du chemin », expliqua l'aîné, tissée avec les cheveux d'Espoir et bénie par notre plus ancienne magie. Elle vous guidera jusqu'à l'endroit où notre enfant est retenu. Sophie, qui jusque-là observait tout avec des yeux de scientifique et d'historienne, semblait maintenant complètement absorbée par le moment mystique. « Comment ça marche ?» demanda-t-elle, sa voix un mélange de scepticisme académique et d'émerveillement enfantin. « La pierre brille plus intensément à mesure que vous vous approchez d'Espoir, » répondit simplement l'aîné. « Le reste dépend de vous, homme Oa. Blessure cachée. Votre force, votre persévérance et plus important encore, votre capacité à enfin accepter l'aide lorsqu'elle est offerte. » Mathieu sentit le poids de ces mots comme un coup physique. C'était vrai. Toute sa vie, après l'accident de son père, avait été définie par un refus obstiné de permettre aux autres de partager ses fardeaux. C'était plus facile ainsi, plus sûr. Si personne d'autre n'était impliqué, personne d'autre ne pourrait être blessé à cause de lui.
« Je ne peux pas faire ça seul », admit-il finalement, les mots lui faisant presque mal en quittant sa gorge. « Non », acquiesça l'aîné avec un doux sourire. « Personne ne le peut, et personne ne le devrait. » Cette nuit-là, tandis que la pleine lune baignait la vallée cachée de sa lumière argentée, des plans furent élaborés et des serments furent prêtés. La communauté partagea avec les visiteurs tout ce qu'elle savait sur les hommes qui avaient enlevé espoir. Des hommes d'affaires sans scrupules déguisés en entrepreneurs du progrès, dirigés par un homme nommé Auguste Moreau. « Moreau », murmura Mathieu, le nom réveillant de sombres souvenirs. « Je connais cet homme. C'est lui qui a acheté les terres de mon père après l'accident, promettant de les préserver pour ensuite tout dévaster à la recherche de minerais. Les chemins du destin sont complexes, observa l'aîné, tissant des motifs que seul le temps révèle pleinement. Ce n'est pas une coïncidence si la messagère vous a trouvé, Mathieu. C'était le déroulement d'un plan bien plus grand que ce que chacun de nous peut comprendre. À l'aube, alors que les premiers rayons de soleil peignaient le ciel de tons rosés et or, 3 silhouettes et une jument quittèrent la vallée cachée, emportant avec elles les espoirs de toute une communauté. Le cristal au cou de la poupée pulsait d'une douce lumière, pointant infailliblement vers le sud, vers les terres qui avaient appartenu autrefois à la famille de Mathieu, maintenant transformée en centre des opérations d'Auguste Moreau. Le voyage fut ardu, testant les limites physiques de chacun d'eux. Madame Dubois, malgré son âge avancé, se déplaçait avec la détermination féroce de celle qui sait qu'elle vit ses derniers grands moments. Sophie apportait avec elle non seulement ses connaissances académiques, mais aussi une compréhension croissante des traditions qu'elle n'avait jusqu'alors étudiées que dans les livres. Et Mathieu se sentait transformé. Chaque pas qu'il faisait l'éloignait de l'homme brisé et solitaire qu'il était devenu après la mort de son père, le rapprochant de l'homme qu'il aurait pu être, qu'il pouvait encore être. Ce fut lors de la 2e nuit de leur voyage. Campés sur les pentes d'une colline surplombant la vallée, où les pelleteuses et les tracteurs de Moreau avaient transformé le paysage en cicatrices ouvertes sur la terre, que la jument commença à agir étrangement. Inquiète, nerveuse, elle tournait autour du campement comme si elle pressentait un danger imminent. « Quelque chose ne va pas », murmura Madame Dubois, observant le comportement de l'animal. À ce moment-là, le cristal de la poupée que Mathieu portait commença à pulser avec une intensité alarmante, émettant une lueur presque aveuglante. « Espoir !» s'exclama Sophie, pointant vers un complexe de bâtiments entouré de clôtures en fils de fer barbelés et de gardes. « Elle doit être là !» Mathieu étudia le complexe à travers des jumelles, son cœur s'accélérant en remarquant un mouvement inhabituel. Il charge du matériel dans des camions. On dirait qu'ils se préparent à partir, ou à déplacer quelque chose, ou quelqu'un. « Nous devons agir maintenant », déclara Madame Dubois, sa voix n'admettant aucune discussion. « S'ils l'emmènent d'ici, nous perdons notre chance. » Mathieu acquiesça, mais le poids de la responsabilité l'écrasait. Comment 3 personnes, dont une femme âgée et une professeure sans entraînement au combat, pourraient-elles envahir un complexe fortement gardé? « Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas », dit Sophie comme si elle lisait ses pensées. « La connaissance locale, l'élément de surprise, et… » Elle pointa la jument, qui était maintenant étrangement calme, ses yeux intelligents fixés sur Mathieu. Une guide qui connaît des chemins que les cartes ne montrent pas. Et ainsi, sous le couvert de l'obscurité, ils initièrent leur plan improbable. Utilisant des techniques traditionnelles que la communauté de la vallée cachée avait partagées, des herbes qui, une fois brûlées, créaient une fumée dense et désorientante. La connaissance d'anciens tunnels miniers qui traversaient la propriété et l'habileté presque surnaturelle de la jument à se déplacer silencieusement à travers la végétation, ils s'approchèrent du complexe sans être détectés. C'est alors que la trahison surgit de là où ils s'y attendèrent le moins. Un garde, les apercevant, ne sonna pas immédiatement l'alarme, mais s'approcha avec un sourire de reconnaissance. « Paul !» s'exclama Madame Dubois, surprise. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le jeune vétérinaire qui avait remplacé Madame Dubois à Saint-Martin-des-Monts regarda le groupe avec un mélange de pitié et de détermination. « Je suis désolé, Madame Dubois, vraiment désolé. Mais Moreau paie bien et une carrière à Saint-Martin-des-Monts ne mène nulle part. » Avant qu'il ne puisse réagir,
Des gardes armés émergèrent des ombres, les encerclant. Mathieu se prépara à se battre, mais un regard de Madame Dubois le retint. « Cela ne servira à rien de se battre, mon garçon, » dit-elle calmement. « Du moins, pas de cette façon. » Ils furent emmenés à l'intérieur du complexe, où ils rencontrèrent enfin l'homme derrière tout cela. Auguste Moreau, impeccablement, vêtu de son costume coûteux, incongru dans l'environnement rustique d'un camp minier. « Mathieu Ferreira, dit-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux froids. Après toutes ces années, vous décidez enfin de venir me voir. Je dois dire que votre propriété a été très lucrative pour moi. Où est l'enfant, Moreau ?» demanda directement Mathieu, sentant pour les jeux. Le sourire de Moreau vacilla un instant, avant de revenir avec une froideur calculée. « Ah, vous parlez de notre petite invitée, une enfant très spéciale, je dois dire. Ses parents ont été extrêmement têtus quant à la cession de leurs droits territoriaux. J'ai pensé qu'un petit encouragement pourrait les aider à voir la raison. L'enlèvement et l'extorsion sont des crimes, Moreau. » intervint Sophie, ses yeux brillants, d'indignation. « Des crimes ?» Moreau rit, un son sans joie qui résonna contre les murs métalliques. « Qui va les signaler ? Un vieil ermite, une professeure d'histoire d'un village oublié et une vieille vétérinaire, et même s'il le faisait, qui croirait aux histoires de communautés secrètes dans les montagnes et de chevaux messagers. » C'est alors que l'inattendu se produisit. La jument qui avait été amenée avec eux se cabra soudainement, hennissant si fort que le son résonna dans tout le complexe. Au même instant, le cristal de la poupée qui était toujours avec Mathieu commença à briller d'une intensité aveuglante. Profitant de la distraction momentanée, Mathieu se libéra des gardes avec une explosion de force née du désespoir. En quelques secondes, le chaos s'empara des lieux, gardes criant, matériel tombant, et au milieu de tout cela, la jument chargeant à travers les portes et renversant quiconque tentait de l'arrêter. Mathieu suivit l'animal, guidé par l'éclat, de plus en plus intense du cristal. Ils tournèrent dans des couloirs, montèrent des escaliers, jusqu'à finalement atteindre une petite pièce verrouillée. La jument s'arrêta devant la porte, ses yeux fixés sur Mathieu avec cette même intensité qu'il avait remarqué le premier jour dans les gorges. D'un coup de pied puissant, Mathieu enfonça la porte et elle était là. Espoir, la fillette de la photographie, blottie dans un coin, ses grands yeux écarquillés de peur et de surprise. En voyant la jument, cependant, son visage s'illumina de reconnaissance et de joie. « Messagère !» s'exclama-t-elle, courant pour enlacer l'encolure de l'animal. « Tu as amené de l'aide !» Il n'y avait pas de temps pour les explications ou les retrouvailles émues. Les gardes approchaient et ils devaient agir rapidement. Mathieu souleva l'enfant dans ses bras, monta sur la jument et avec une audace qu'il ne se connaissait pas, galopa à travers les couloirs du complexe, renversant quiconque tentait de les arrêter. Dehors, ils retrouvèrent Madame Dubois et Sophie, qui avaient réussi à se libérer dans le chaos qui s'ensuivit. Ensemble, ils s'enfuirent dans l'obscurité de la forêt, poursuivis par des gardes armés et les cris furieux d'Auguste Moreau. Ce ne fut que lorsqu'ils furent profondément enfoncés dans la végétation dense de la montagne que Mathieu réalisa. Il était blessé. Une balle l'avait éraflé sur le côté pendant la fuite, et le sang imbibait maintenant sa chemise. L'adrénaline du moment avait masqué la douleur, mais maintenant elle arrivait par vagues croissantes, menaçant de lui faire perdre connaissance. « Nous devons nous arrêter », murmura Sophie, remarquant sa pâleur. « Vous perdez beaucoup de sang. » « On ne peut pas s'arrêter, » argumenta Mathieu à travers ses dents serrées. « Ils nous cherchons encore. » Ce fut Espoir, avec sa sagesse qui transcendait ces quelques années, qui offrit la solution. « Je connais un endroit, » dit-elle à voix basse, « un lieu sacré où les méchants hommes ne trouveront jamais. Messagère connaît le chemin. » Et en effet, la jument semblait savoir exactement où aller, les guidant à travers des sentiers si étroits et cachés qu'il semblait inexistant pour des yeux non entraînés. Des heures plus tard, alors que la lune était haute dans le ciel et que Mathieu luttait pour rester conscient, ils arrivèrent à une petite clairière cachée entre des formations rocheuses. Au centre de la clairière, une source naturelle jaillissait de la roche, ses eaux cristallines brillant sous la lumière de la lune comme si elles étaient faites d'argent liquide. La source guérisseuse,
murmura Espoir avec révérence. Ma grand-mère m'a appris l'existence de ce lieu sacré. Pendant que Madame Dubois soignait la blessure de Mathieu avec ses mains habiles, l'enfant recueillit de l'eau de la source dans de larges feuilles pliées en récipients improvisés. L'eau, appliquée sur la blessure, provoqua une sensation de picotement et de chaleur qui réduisit immédiatement la douleur. « Propriété médicinale », expliqua Madame Dubois après avoir goûté une goutte. « Probablement riche en minéraux qui accélèrent la cicatrisation. Fascinant. Plus que des minéraux, corrigea gentiment Espoir. La terre se souvient, l'eau se souvient. Elles connaissent notre douleur et désirent guérir. Cette nuit-là, tandis que Mathieu se reposait sous les étoiles, ses forces revenant lentement, il fut touché par une sensation de paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il regarda le petit groupe réuni autour de lui, la vétérinaire âgée dont la sagesse transcendait sa formation formelle, la professeure dont l'esprit était maintenant ouvert à des possibilités qu'aucun livre académique ne pourrait contenir, l'enfant dont les yeux contenaient la sagesse ancestrale de son peuple, et la jument, gardienne silencieuse dont l'acte de le trouver blessé dans des gorges avait déclenché un voyage de rédemption. « Merci », murmura-t-il, les mots inadéquats pour exprimer la profondeur de sa gratitude. « Non », répondit Espoir, ses yeux brillants à la lumière du feu. « C'est nous qui te remercions. Tu as entendu l'appel quand beaucoup auraient tourné le dos. Tu as cru quand il aurait été plus facile de douter. Tu t'es battu quand tu aurais pu fuir. Et le plus important, ajouta Madame Dubois avec un sourire, tu as enfin appris que certains fardeaux sont plus légers lorsqu'ils sont partagés par de nombreuses mains. Le lendemain matin, avec une nouvelle détermination et un plan formulé pendant les heures calmes de la nuit, le groupe prit une décision audacieuse. Ils ne fuiraient pas. Au lieu de cela, ils affronteraient Auguste Moreau et ses ambitions, destructrices non pas avec la violence mais avec la vérité. Avec l'aide de Sophie, qui avait des contacts avec des journalistes à Montpellier, ils documentèrent la communauté cachée, ses traditions ancestrales et la tentative de Moreau de les forcer à abandonner leur terre par l'enlèvement d'un enfant. La jument, avec ses marques mystiques et son comportement extraordinaire, devint le symbole de la résistance, la preuve vivante d'une relation entre humains et animaux qui transcendait la compréhension moderne. Quand les autorités arrivèrent, enfin, elles furent accueillies non pas par un ermite, une professeure et une vétérinaire âgée, mais par des représentants d'une communauté traditionnelle protégée par les lois de préservation culturelle du pays, appuyée par des preuves irréfutables de crimes commis au nom du progrès. Auguste Moreau fut arrêté, son empire construit sur l'exploitation et la coercition, s'effondrant comme un château de cartes sous le poids de la vérité exposée. Mais la véritable transformation eut lieu tranquillement, loin des yeux des médias et des déclarations officielles. Dans la vallée cachée entre les montagnes, où une communauté avait vécu isolée pendant des générations, de nouveaux ponts étaient construits, non pas de béton et d'acier, mais de compréhension et de respect mutuel. Mathieu, l'homme, qui avait autrefois juré de vivre le reste de ses jours dans la solitude, se retrouva au centre d'un nouveau départ. Sa cabane, autrefois un monument à sa douleur, devint un point de rencontre entre deux mondes, un lieu où le savoir traditionnel et la science moderne pouvaient dialoguer sur un pied d'égalité. Et la jument. 2 semaines après le retour, dans la vallée, elle mit bas sous la lumière argentée de la pleine lune. Un poulain parfaitement sain dont la robe montrait déjà les premiers signes des marques mystiques qui définissaient la lignée des messagers. La communauté célébra la naissance comme un signe de renouveau et d'espoir, un rappel vivant que certaines traditions ne meurent jamais, mais se transforment simplement pour affronter de nouveaux temps. Ce qui avait commencé avec un homme, solitaire trouvant une jument blessée dans des gorges reculées, s'était transformé en une histoire de guérison, non seulement du corps, mais de l'âme, non seulement d'individus, mais de toute une communauté. Et les nuits où la lune est pleine et où le vent murmure entre les montagnes, on dit qu'on peut encore voir Mathieu et la jument messagère marcher côte à côte sur les anciens chemins, gardant des secrets que seuls les vrais sages peuvent comprendre. Car certaines blessures, comme Mathieu l'apprit enfin, ne sont pas destinées à être guéries seules, et certaines rencontres, aussi fortuites qu'elles puissent paraître, sont en réalité le début de voyages
qui était écrit dans les étoiles bien avant notre naissance. Et quand les larmes vinrent enfin, cette nuit de célébration dans la vallée cachée, ce ne furent pas des larmes de tristesse ou de lamentation. Ce furent des larmes de reconnaissance. De la reconnaissance qu'il faut parfois se perdre complètement pour enfin se retrouver. Que les cicatrices que nous portons ne sont pas seulement des rappels de notre douleur, mais des cartes vers notre guérison. Et que les liens les plus profonds et les plus vrais naissent souvent dans les endroits les plus improbables, comme des gorges oubliées, où un homme brisé trouva une jument blessée, qui sans dire un seul mot, lui enseigna le langage perdu de l'espoir.